l'étudiant qui soutient une thèse dont le titre est le suivant: Les Sénégalais à Madagascar, militaires ouest-africains dans la conquête et la colonisation de la Grande Île, 1895-1960. Donc, monsieur... Bonjour à tout le monde. Pour commencer, donc, permettez-moi, mesdames et messieurs, les membres du jury, de vous adresser nos remerciements les plus sincères pour votre lecture et votre participation afin d'évaluer ma recherche. J'aimerais aussi saluer et remercier toutes les personnes présentes ici qui m'ont fait l'honneur de venir assister à ma soutenance sur un sujet portant sur les Sénégalais à Madagascar, militaires ouest-africains dans la conquête et la colonisation de la Grande Île, 1895-1960. Je vais d'abord commencer par l'état de la bibliographie et des recherches. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, nous disposons d'une documentation de plus en plus abondante concernant la participation des soldats africains dans les deux guerres mondiales, mais aussi dans la répression des révoltes après la Deuxième Guerre au sein de l'Empire colonial français. Les différentes publications apportent des réponses claires sur le recrutement des soldats, leurs origines sociales, les rapports entre l'administration et les élites locales. Les études les plus complètes sont celles de Marc Michel, son ouvrage intitulé L'appel à l'Afrique, contribution à l'effort de guerre, en AOF 1914-1914. Mais étant donné qu'il commence son étude en 1914, le lecteur non averti pour croire que les méthodes de recrutement de 14-18 étaient les mêmes que celles de la fin du 19e siècle. Ce qui n'est pas du premier bataillon sont également disponibles aujourd'hui. Je vais vous parler de l'ouvrage de Myriam Eschenberg, qui est actuellement professeur à l'Université de McGill à Montréal, qui a publié en 1991 déjà un ouvrage intitulé Colonial Conscript, The Terror Senegal in West Africa, 1857-1962. Son ouvrage a permis de répondre à des questions et donner des informations sur les anciennes colonies françaises d'Afrique noire. Ce livre est aujourd'hui traduit en français aux éditions Cartala, sous le titre des tirailleurs sénégalais en Afrique française, 1857-1960. Mais il est important de rappeler que le début des années 90 apparaît comme un tournant dans l'historiographie des anciens combattants. En effet, l'instauration des visas à la fin des années, au milieu des années 80,
Et les mesures, les lois Pasqua dans les années 93 ont été mal accueillies par les anciens combattants originaires de l'Afrique noire, qui étaient directement touchés par des difficultés. À partir de ce moment, donc, les associations, le monde intellectuel commençaient à s'intéresser de plus en plus à la question des anciens combattants érythréens sénégalais. C'est dans ce contexte qu'on voit se multiplier les écrits, les ouvrages sur la question des soldats africains. Ainsi, en 1992, Nancy développe un ouvrage intitulé Soldier of Misfortune, Ivorian Tirailleur of World War II, publié aux éditions Ohio Press aux États-Unis. C'est en fait un livre extrait de son doctorat de thèse. Et il retrace donc le parcours d'anciens combattants originaires de la Côte d'Ivoire, sur le front en France et d'autres qui ont été faits prisonniers en Allemagne. Il y a aussi l'ouvrage de Marc Fall, Les Africains noirs en France, des tirailleurs sénégalais au Black, publié en 1967. Dans la même lancée, Bakary Kamia et Grégory Mann ont considérablement enrichi la connaissance des tirailleurs sénégalais et des anciens combattants de l'Afrique noire par leurs analyses respectives publiées sous le titre Des tranchées de Verdun à l'église de Saint-Bernard, 80 000 combattants maliens au secours de la France 1914-1918 et 1939-1945, publié aux éditions Cartala en 2001 pour Bakary Kamia, et Native Son, West African Veterans and Friends in 20th Century, Grégory Mann, publié en 2006. Toutefois, cette bibliographie sur les soldats africains de l'armée française est souvent muette sur la question de la démobilisation. Il est parfois difficile de connaître ce que sont devenus les soldats après leur service. On note également que depuis le sommet de 2004, qui a réuni autour de l'ancien chef de l'État français Jacques Chirac, et cet État africain, comme le président Idriss Déby du Tchad, Abdelaziz Bouteflika de l'Algérie et le président Wade du Sénégal, il y a quand même une sorte de regain d'actualité sur la question des tirailleurs sénégalais, qui a donné naissance à un film ici en France, intitulé Indigène, de Rachid Bouchareb, après quand même celui d'Ousmane Sembène, qui est sorti en 1888. Le film de Bouchareb, même s'il ne donne pas une place importante aux soldats africains, a quand même sorti des thèmes qu'on peut, quand on parle pas trop, c'est-à-dire la cristallisation des pensions des soldats. En effet, en 1959, une loi du 26 novembre avait cristallisé la pension des soldats africains, gérant les 2 tiers de celle-ci. Les protestations donc contre cette injustice furent prises en charge très tardivement. Et il a fallu plusieurs années. C'est dans ce cadre qu'en d'ailleurs en 1996, un tireur sénégalais, Amadou Diop, qui avait 22 ans de carrière dans l'armée, avait porté plainte pour cette discrimination. En 2001, il a obtenu gain de cause. On peut dire aussi que les choses avancent dans ce sens, puisque le 14 juillet dernier, le gouvernement français a décidé de rectifier cette injustice, alignant la pension des anciens combattants africains sur celle de leurs frères d'Afrique. En Afrique de l'Est, la question des anciens combattants des tirailleurs sénégalais est de plus en plus connue suite à la célébration tous les ans, depuis 2004, c'est une journée nationale du tirailleur sénégalais. Et l'opinion publique africaine et sénégalaise commence à connaître cette question des tirailleurs sénégalais. Et le monde scientifique sénégalais et africain commence aussi également à s'y intéresser. Malgré ces avancées, on note quand même qu'il existe une injustice sur cette question des soldats. Parce que quand on célèbre, on pense exclusivement à ceux qui ont fait les guerres en France, qui ont servi pendant les premières et les deuxièmes, et on oublie souvent ceux donc, qui ont participé aux expéditions coloniales depuis Faidherbe jusqu'en 1857, jusqu'à par exemple au début des années 1900. Donc c'est pour cette raison donc, que cette question des soldats africains dans les armées coloniales m'a intéressé particulièrement. J'ai voulu travailler sur celle qui concerne Madagascar. En fait, il faut dire aussi dans l'historiographie de la colonisation française, la plupart des auteurs, donc, ils ont souvent présenté les soldats africains comme des hommes de second rang. C'est-à-dire qu'ils étaient là pour seconder et que aussi souvent comme de la chair à canon, quand il s'agit par exemple de combattre contre les Allemands. Alors, pourtant, il représentait une force incontournable sur laquelle la France s'est appuyée pour étendre son empire. La colonisation de Madagascar en est une parfaite illustration. En effet, utilisée dès le début de la conquête entre les villes de Majanga, donc dans le nord-ouest de Madagascar, à Tananarive en 1895, les Ouest-Africains donc furent mobilisés pour lutter contre
toutes les révoltes qui ont eu lieu à Madagascar, dont la plus connue est celle des Menanam en 1896, puis la révolte des Pourim dans l'est de Madagascar, dans le nord-ouest, dans le Sanbiran, le Yambour, dans le sud-est également, en fait dans tout le pays. Et ces révoltes, donc, je les ai traitées dans la deuxième partie de mon sujet. Mais aussi, il faut dire qu'après la conquête et la pacification, les Sénégalais ont été maintenus comme force d'occupation à Madagascar. Ils ont, par la suite, été versés dans la police, et ce qui fait qu'ils sont restés plus longtemps que les autres, et parfois même définitivement, alors que les soldats originaires de la France, ou bien les Algériens originaires de la Kabylie, étaient rapatriés chez eux. Donc il ne s'agit nullement ici de rendre ici hommage aux soldats recrutés en Afrique, en les présentant comme les meilleurs, mais ce travail est tout simplement le résultat de plusieurs années de recherche à partir des sources de première main, par exemple les archives que j'ai consultées ici en France, les archives de Vincennes, les archives de Saint-Provence, mais aussi à Madagascar et au Sénégal. Il m'a paru par conséquent nécessaire de cette question afin d'éclairer une phase peu connue de l'histoire que partage la France, Madagascar et les États africains francophones aujourd'hui. Le sujet est aussi un cas parmi tant d'autres, car il faut le rappeler que partout où la France, le drapeau français s'est hissé, les tirailleurs sénégalais aussi ont été de la partie. C'est le cas par exemple de la conquête du Sénégal déjà, sous Faidherbe et Pinet-Laprade. Ensuite le Soudan avec Galieni jusqu'à Achina, au Dahomey avec Dors, au Tchad, au Congo avec Savoia de Brazza et le certain Malami. Aussi au Maroc en 1908. Donc en fait, partout donc, où on a eu la France s'est imposée, on voit les tirailleurs sénégalais. C'est pour cela que cette question donc, de leur participation dans les expéditions coloniales, à mon avis, elle est fondamentale. Il y a également aussi leur participation comme élément de répression. Et l'ouvrage le plus connu dans ce sens est celui de Rodolphe Alexander, qui a été contre la population. Et cette révolte a fait beaucoup de bruit. La deuxième raison aussi qui m'a poussé à m'orienter vers ces recherches, c'est l'image même, comme je l'ai dit dans mon texte, véhiculée sur le Sénégal aujourd'hui à Madagascar. L'anecdote que j'ai présentée dans mon travail, c'est qu'au cours d'une recherche donc, en 2004, d'une rencontre avec un malgache qui m'a parlé de l'image du Sénégalais qui était violent, qui faisait peur, et qu'on recourait à l'image du Sénégalais pour faire taire les enfants. Et c'est parce que j'avais vraiment envie de creuser, de connaître cette image et qui était ce Sénégalais. Ce sujet-là aussi m'a beaucoup motivé. Maintenant, qu'est-ce que je compte aussi apporter de nouveau à travers ces recherches? Je crois que cette étude permet non seulement de retracer l'histoire qui lie la France, qui était le lieu donc de prise de décision des différentes colonies, mais également entre les colonies françaises elles-mêmes, à savoir Madagascar et l'Afrique de l'Ouest, donc terre où sont partis les soldats africains vers l'océan Indien. Elle permet également de comprendre la vie des soldats, la vie de leur famille, de retracer donc tout ce parcours, comment des gens qui ont été pris en Afrique de l'Ouest, qui ne connaissaient pas l'océan Indien ni Madagascar, ne connaissaient pas les réalités, comment après avoir été soldats, après avoir été policiers, ils ont réussi à s'intégrer, à vivre sur place. Donc cet aspect, je l'ai traité dans la troisième partie de mon sujet. Et il faut aussi le dire, Madagascar, pour l'Afrique de l'Ouest, pour nous Ouest-Africains, on nous voyait ça d'une façon, pour nous c'est un peu un pays à cheval entre l'Afrique et l'Asie, qui ne suscite peut-être pas beaucoup d'intérêt, et c'est pour cela qu'il y a un silence, il y a une absence de travaux des Africains sur Madagascar et toute cette région. D'ailleurs, la dernière fois, m'a rappelé que le seul Africain qui a travaillé sur Madagascar est l'Ougandais, donc en Afrique de l'Est, qui s'appelle Moutiba Forest, dans les années 70. Et depuis ce jour-là, il n'y a peut-être pas d'autres Africains qui sont intéressés sur Madagascar. Donc mes recherches vont aussi dans le sens de créer donc des liens entre, de rapprocher deux aires géographiques différentes, l'ouest de l'Afrique et l'est de l'Afrique, donc à travers cette question des tirailleurs sénégalais qu'on a amené dans l'océan Indien. D'ailleurs, à mon avis, ces recherches soulèvent aussi un débat, parce que j'ai remarqué qu'au cours de mes recherches, on m'a plusieurs fois posé la question pourquoi je veux travailler sur Madagascar, parce que c'était tout simplement loin de chez moi. Et moi, je répondais que
Pourtant, ça ne choque personne de voir, par exemple, un Français, une Canadienne, un Britannique, une Chinoise travailler, se spécialiser sur le Sénégal, la Colombie ou Sri Lanka. Mais pourquoi, en tant qu'Africain, je n'ai pas le droit de travailler sur Madagascar? Donc, pour moi, c'était quand même une façon de poser le débat et puis de montrer aussi qu'on peut être au GS région et travailler dans une autre. Pour ce qui concerne la problématique, donc, elle rentre dans un cadre bien clair, c'est l'utilisation des colonisés par un État colonial, donc à savoir la France, qui a utilisé beaucoup de tirages sénégalais. Mais cette politique faite par la France, elle n'est pas en cas particulier, puisque aussi la Grande-Bretagne l'a déjà pratiquée, peut-être même bien avant la France. Elle pose aussi donc l'utilisation de ces recrues sur le terrain. En France, les problèmes de maintien de la paix dans les colonies, donc, et puis la question de tout ce qui est oppression, donc des révoltes, et ces Africains qu'on ne connaît pas, qui sont souvent vus comme des oppresseurs. Elle pose aussi des questions relatives aux méthodes et stratégies de recrutement mises en place. En fait, j'ai voulu savoir comment la France a réussi à mobiliser les Africains, à partir donc de la faiblesse, et à les intéresser, mais aussi du côté des Africains. Qu'est-ce qui les a motivés, qu'est-ce qui les a intéressés à aller s'engager dans l'armée, alors qu'on voyait qu'en Maroc, la conquête coloniale, les anciens royaumes venaient d'être donc défaits, et que quand même la France apparaissait aux yeux de beaucoup de personnes comme une puissance dominatrice, et puis il y avait quand même certaines violences qui étaient présentes, mais donc pourquoi les Africains, et surtout les élites africaines, ont collaboré pour inciter les jeunes à s'engager dans certaines régions, notamment comme le Soudan, où il y a eu une certaine collaboration. Donc pour défendre cette problématique, j'ai essayé de faire un plan en 3 parties. Dans la première partie, donc, j'aborde la question du recrutement. Donc la mobilisation, les principales raisons, comme j'ai dit, mais aussi pourquoi les soldats africains ont été pris en priorité à partir de 1896. Alors que la France, elle aurait peut-être pu trouver beaucoup de soldats dans la région de l'océan Indien, à l'île de la Réunion, ou peut-être les Comores et la Corne de l'Afrique. Donc qu'est-ce qui fait cette particularité du soldat noir de l'Afrique occidentale qu'on a vraiment voulu mettre en avant pour aller faire la conquête de Madagascar? C'est une des questions donc, que je pose dans cette première partie. J'essaie aussi d'apporter des éléments de réponse donc, sur les origines sociales. Quels sont ces soldats? D'où viennent-ils? Quelles sont les régions, les régions vraiment de recrutement? Sont-ils d'origine servile, comme on le voit souvent au début des premiers bataillons? Donc c'est des questions que je soulève. Dans la deuxième partie, j'analyse les différentes fonctions des troupes africaines pendant la conquête et la pacification, surtout la répression de toutes les vérités de conquête, depuis donc l'insurrection en 1896 jusqu'à l'insurrection de 1947. Dans la deuxième partie, donc, j'ai en fait fait une énumération de toutes les conquêtes dont les Sénégalais ont participé à Madagascar. La troisième partie, elle aborde surtout la vie des soldats sur le terrain, une fois après avoir été soldats, après avoir été policiers, après avoir été dans la force d'occupation. Maintenant, comment vont vivre les soldats sur place? Comment vont-ils s'intégrer ainsi que leurs descendants? Et elle pose aussi la question des représentations, des stigmatisations envers les Sénégalais, avec donc plein d'histoires, d'anecdotes. Elle parle également de la médiation de l'État sénégalais, donc elle finit sur la diplomatie, parce qu'en 2001-2002, il y a une crise à Madagascar, et comme vous le savez, l'État du Sénégal a été très actif dans la résolution. Et donc, cette troisième partie, elle parle un peu de cette médiation. C'est pour cela que j'ai un peu dépassé donc, le cadre chronologique de mon sujet qui s'arrête en 1960, pour vraiment non seulement parler de la question d'intégration des représentations, mais aussi intégrer dans ce travail le volet diplomatique de l'État sénégalais et comment les Africains peuvent aussi intervenir en tant que médiateurs dans des conflits entre Malgaches. Maintenant, pour faire ce travail, quelles sont les sources auxquelles j'ai eu recours? Comme je l'ai dit, en dehors des archives que j'ai consultées ici à Vincennes, les archives de l'armée de terre, de l'armée de l'air, mais aussi les archives à Aix-en-Provence, excusez-moi.
Et puis à Madagascar, à Tananarive, et les archives du Sénégal, qu'on appelle les archives nationales du Sénégal, mais qui sont les archives du Sénégal. J'ai surtout utilisé des livres écrits par des officiers de l'armée française à Madagascar. Par exemple, le général Duchesne, qui avait écrit, et puis avec Gallieni, Liodé, Ogagneux, qui a écrit un ouvrage sur la répression de 1904-1905 dans le sud-est. D'autres aussi, comme Tondamli, qui a écrit sur la conquête du Ménabé. Tous ces officiers ont écrit et ils parlent des Sénégalais et les fonctions qu'on leur a confiées à Madagascar. En dehors de ça aussi, il y a des voyageurs qui ont séjourné à Madagascar au moment de la conquête, qui ont produit également. Il s'agit par exemple de Khalid Savaron, qui a écrit un ouvrage intitulé Des souvenirs avant et après la conquête de Madagascar. Gustave Mondet, qui était donc un évangéliste, des journalistes aussi, Tantois, Manchon, Durand, Étienne Claude également. Donc tous ces gens-là ont écrit, mais eux, par exemple, ils donnent plus d'informations sur les relations, sur les rapports entre les Sénégalais et la population malgache. Donc eux, leurs écrits permettent de compléter ce que disent les officiers. Souvent, ils insistent sur les conflits, les exactions ou bien les problèmes que les militaires avaient avec la population. En dehors de ça également, j'ai eu à lire des ouvrages écrits par les tirailleurs sénégalais eux-mêmes, même s'ils ne sont pas directement liés à la question de Madagascar. J'ai lu par exemple l'ouvrage de Bakary Diallo, qui est le premier tirailleur sénégalais à avoir écrit Force et Bonté, qui est paru après la Première Guerre mondiale, donc en 1926. Aussi Joseph Konogo, qui est un tirailleur sénégalais originaire de la Haute-Volta, qui parlait donc des souvenirs de la guerre au tirailleur sénégalais, publié en 1989. Il y a aussi Ousmane Sembé, qui est cinéaste, donc romancier, mais lui-même tirailleur sénégalais, qui a produit beaucoup de romans et de films où il parle de la question. Donc, ces écrits de ces tirailleurs permettent également de comprendre certains aspects du sujet, notamment la vie après la soldat, le retour au pays. En dehors de ça, il y a les sources orales, constituées principalement de communication, d'entretien, d'anecdotes, qui m'ont permis, donc, comme je l'ai dit, de compléter la troisième partie de ma thèse. Les communications ont été donc données par soit des universitaires avec qui je suis ici au laboratoire, qui sont spécialistes de Madagascar, ou bien des collègues avec, de Madagascar qui vivent sur place, ou bien des Malgaches que j'ai rencontrés à Madagascar, ici en France, et parfois des Sénégalais. Les entretiens ont été réalisés auprès de personnes différentes, donc par leur âge, leur fonction, leur sexe, leur vécu. J'ai également utilisé des sources iconographiques, comme des cartes postales de l'époque, qui présentent souvent des Sénégalais à Madagascar, avec leur famille, donc leur vie dans les camps et leur vie de soldat pendant le début du XXe siècle. À cela aussi s'ajoutent des photos que j'ai moi-même prises au cours de mon voyage à Madagascar. Donc ces sources apportent un éclairage donc, sur la vie, comme j'ai dit. Enfin, j'ai eu recours à des sources numériques et audiovisuelles. Donc les films réalisés sur les tirailleurs, comme Kane de Tiaroy de Saint-Bel, Taba Taba, un film donc, qui relate les événements de 1947 à Madagascar. Le film d'Éric Dero, Force Noire, mais aussi, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Indigène, de Rachid Bouchard. Il faut dire quand même que j'ai rencontré pas mal de problèmes pour faire cette thèse, parce que, comme j'ai souvent dit, malheureusement, pour des raisons donc, financières, j'ai pas eu de financement, j'ai tout compté sur mes propres quand même. Je travaillais en tant que salarié, j'ai mené cette thèse. Ça ne m'a pas donné vraiment l'occasion, souvent de rester très longtemps à l'étranger, ou bien de voyager comme je voulais. Donc ça a été aussi un problème. Mais surtout, à Madagascar, je n'ai pas pu faire beaucoup d'enquêtes dans des villes différentes. J'ai été principalement dans deux villes. Tuléar dans le sud-ouest, il y a une forte communauté de descendants, mais également à Tananarive. J'aurais pu aller dans d'autres villes, comme par exemple à Majonga, où quand même il y a une forte communauté africaine, surtout originaire de l'Afrique de l'Est, ou bien à Diego Suarez, dans l'extrême nord, il y avait l'une des plus importantes bases françaises de la région. Je n'ai pas pu aller là-bas. Ni à l'est de Madagascar, où il y a eu la révolte la plus sanglante, l'une des plus sanglantes de l'Afrique coloniale française, donc celle de 1947, et qui a quand même laissé des images sur le Sénégalais. Non, je n'ai pas également pu aller dans le sud-est, à Port-Dauphin, Bangaïdjan, Farafangan,
où, d'après les informations que j'ai, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont restés. Et ça, c'est fort probable parce qu'après la révolte de 1904, l'administration française a maintenu les tireurs sénégalais dans cette région en prévision d'éventuels soulèvements. Je n'ai pas également pu aller en Panihi, en pays entendu, où semble-t-il une communauté de descendants de militaires africains existe et qui essaie de reproduire la culture africaine et de vivre un peu à l'africain, comme on dit. Ni en pays Sakala, où l'administration avec Danieli avait effectivement créé des villages de militaires et mis en place des soldats sénégalais. Donc c'est ça, c'est ce côté-là vraiment, par manque de temps, par manque de moyens, je n'ai pas pu creuser davantage. Toutefois, je compte quand même pour mes futures recherches et pour mes prochaines publications, m'investir davantage et me rendre dans ces régions pour y continuer mes enquêtes. C'est ici donc aussi le lieu de remercier toutefois le laboratoire Select et l'école doctorale qui m'ont payé quand même des voyages au Sénégal 2 fois et qui m'ont permis d'explorer les archives du Sénégal. Au cours de mes enquêtes, j'ai également rencontré des difficultés parce que certains souvenirs laissés par des Sénégalais n'ont pas souvent été évoqués. Certains ils veulent souvent pas dire parce que la question paraît souvent taboue. Il y a des choses qu'on n'aborde pas et c'est difficile, des fois on préfère garder ça. Toutefois, je tiens à remercier ici les familles malgaches qui m'ont offert une grande hospitalité en m'accueillant à un hébergement gratuitement. C'est le cas de la famille Adigna Tanen, qui était prononcée à Tuléa, et celle de Raël Issop à Tananari. Je n'oublie pas aussi les familles des soldats africains qui m'ont appris et qui m'ont considéré comme leur propre fils. La famille Soumano, la famille Mansari, la famille Dombeya, la famille Gaï, etc. Pour terminer, j'aimerais une fois de plus remercier Mme Radouana, ma directrice, donc, qui dirige mes travaux depuis mon mémoire de maîtrise sur les associations françaises laïques en Afrique du Sud, donc contre l'apartheid, 1976-1991, que j'ai soutenu en 2015. Et jusqu'à aujourd'hui, donc, c'est cette question cruciale des soldats africains dans l'armée française de Madagascar. Elle a joué un rôle majeur pour la réalisation de cette thèse. Je lui exprime toute ma reconnaissance et toute ma gratitude pour le temps qu'elle a consacré à la correction de mes travaux, pour ses conseils, pour sa rigueur dans le travail et toute sa disponibilité. Sa collaboration m'a permis donc d'élargir mon champ de recherche, non seulement à Madagascar, mais également dans toute cette aire géographique de l'océan Indien du Sud-Ouest, de l'Afrique de l'Est et parfois même de l'Afrique australe, à travers des séminaires, des cours qui sont riches et variés avec des collègues du laboratoire, donc de l'école doctorale, avec qui on a animé des séminaires. Donc je dois reconnaître aujourd'hui qu'il me manque les mots justes pour lui exprimer toute ma gratitude. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie donc de votre attention. Merci, monsieur. Donc, je donne la parole maintenant à votre directrice de thèse, donc Paramilina Rachel. Merci. Donc, je me réjouis d'abord de vous voir arriver à soutenance de votre thèse après un parcours qui ne fut pas facile sur le plan personnel et un cursus étudiant qui ne fut pas non plus en quelques à-coups. Bon, je commencerai par ce parcours étudiant. Si ma mémoire est bonne, je vous ai connu il y a longtemps, je n'ose pas dire, ni pour vous ni pour moi, donc dans des cours de Doug. Puis, il y a eu un moment d'éclipse. Et je vous ai revu en année de licence pour les cours sur l'Afrique orientale et australe. Et comme vous l'avez rappelé, vous vous êtes ensuite engagé sous ma direction dans un mémoire de maîtrise sur les associations françaises laïques dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud 2004. Alors, ce ne fut pas évident, car vous travaillez sur un espace qui ne vous était pas familier et qu'il y avait beaucoup à faire au niveau de la rédaction. Mais vous avez achevé le travail dans les temps et honorablement, je dirais. Puis, après quelques hésitations, vous avez décidé de continuer dans cette voie peu fréquente pour des étudiants de notre continent, à savoir donc travailler sur un pays qui n'est pas le vôtre. Vous avez émis le souhait de travailler sur l'Afrique orientale et australe, en me disant que vous souhaitez vous extraire un peu de votre horizon familier.
Et nous avons donc convenu de ce sujet qui permettait de concilier le familier et l'étranger, je dirais. De fait, tout comme le continent apparaît lointain pour des Malgaches, Madagascar est aussi oublié lorsqu'on parle de l'Afrique, et souvent oublié, je dirais, lorsqu'on parle de l'Afrique. Et je dirais même que c'est un peu la rançon d'être une île et de jouer de la singularité. Enfin, les Malgaches jouent aussi beaucoup là-dessus. En tout cas, j'admire votre volonté, la volonté dont vous avez fait preuve en vous lançant à la découverte, disons, d'une histoire, d'une culture et d'une société qui vous était tout à fait étrangère. Ceci a exigé beaucoup d'efforts, ceci a exigé beaucoup de lectures, même si je sais que vous avez bénéficié de l'aide de familles d'accueil que vous avez évoquées, et que vous avez bénéficié de l'aide inestimable aussi de Noël Guenier, ici présent, et que je remercie pour vous avoir ouvert sa bibliothèque, et que je remercie aussi pour sa générosité intellectuelle à l'endroit des doctorants effectuant des travaux sur le sud-ouest de l'océan Indien. Alors, après donc ce rappel, j'aimerais aussi souligner que votre thèse présente un intérêt indéniable. Bon. Le premier intérêt que je vois, c'est qu'il s'inscrit dans un courant historiographique attentif aux connexions entre les pays, si vous voulez, sous la domination française. Et donc à une historiographie de l'Empire colonial français. Et je vous signale, puisque vous êtes maintenant établi au Canada, j'ai bien compris, je vous signale que l'an prochain, en juin 2011, à Toronto justement, se tiendra le colloque sur French Colonial History. Et c'est Eric Jenny, qui est spécialiste à la fois de Madagascar, de l'Indochine, etc., qui va piloter le colloque. Donc peut-être que vous auriez intérêt à aller voir un peu ce qui va se passer. Bon, donc je disais que ça s'inscrit dans une historiographie de l'Empire colonial français, et là ça rejoint les préoccupations de collègues comme Alain Forest ou Patrice Morla, qui veulent justement étudier l'Empire français dans sa globalité, la circulation des acteurs de l'histoire, exemple, la circulation du personnel de l'administration au sein de cet empire, celle des militaires, dans votre cas, Gallieni, c'est un cas vraiment flagrant. Alors, de façon plus générale, je crois que la thèse trouve sa place dans l'ensemble des travaux sur les modes de domination des puissances coloniales. Et j'apprécie parce que, à différents moments, vous rappelez que Madagascar ne constitue pas une exception dans l'ensemble des territoires coloniaux. Et vous montrez que les méthodes utilisées par l'Angleterre et la France sont tout à fait comparables. Et d'ailleurs, vous ne vous êtes pas cantonné à l'Afrique pour les comparaisons. Vous avez aussi fait des incursions vers l'Indochine, ce qui, je pense, est aussi intéressant. Alors, toujours dans ce sens, vous l'avez rappelé dans votre présentation, votre travail vient donc étoffer aussi ce qu'on dit, enfin l'historiographie